écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Dans cet épisode de So Sweet Planet, nous allons parler des PFAS dans notre alimentation. C'est par une compilation inédite des données officielles qui révèlent une contamination de nombreux aliments aux PFAS et qui met en évidence l'insuffisance des limites réglementaires actuelles que l'association Génération Future a attiré, une fois de plus, allais-je dire, notre attention avec ce rapport publié la semaine dernière. Les données européennes révèlent une contamination généralisée de notre alimentation par les PFAS. Face à cette réalité inquiétante, la réglementation actuelle est dépassée et inadéquate selon Génération Future pour protéger la santé des consommateurs, c'est-à-dire notre santé. Nous allons en parler avec Kildine Leproux de la Rivière, docteur en pharmacie et ingénieur chimiste, qui est chargé de mission scientifique et réglementaire pour l'association Génération Future. Kildine, bonjour. Bonjour Anne. Donc ce rapport que vous avez présenté à la presse la semaine dernière, qui a été repris pas mal depuis par la presse parce que les données sont assez inquiétantes et ce sont des données, vous allez nous dire d'où elles viennent, ces données justement, ces études sur lesquelles vous vous êtes basé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ce que sont les PFAS ? Parce qu'en fait, tout le monde en parle et finalement, je ne suis pas sûre qu'on sache tous très bien de quoi il s'agit. Alors oui, en effet, c'est une famille de substances et on les appelle PFAS pour per ou polyfluoroalkylées substances. Et donc ce jargon, ça veut dire que ce sont des substances alkylées, donc ça veut dire carbonées en fait, donc des atomes de carbone, et qui ont plusieurs fluors liés au carbone. Donc on a une liaison entre un carbone et 2 ou 3 fluors. Et il faut savoir que la liaison carbone-fluor est une des liaisons les plus stables en chimie. Donc ce sont des molécules que l'on a produites pour justement avoir une persistance, enfin une stabilité très importante. De très longue durée donc. Tout à fait. Et donc cette famille est très très variée parce que comme leur point commun en fait c'est une structure chimique, ça peut être tous usages, toute taille, toute forme de molécules. Donc on peut aller de gaz à des liquides, à des plastiques puisqu'on a aussi des polymères, PFAS. Donc voilà, donc c'est vraiment une famille avec des substances très 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 variées, mais qui ont toutes ce point commun d'un carbone lié à 2 ou 3 fluors. D'accord. Et donc ces substances, est-ce que ce nom de polluant éternel, je crois que sur lequel t'es moyen, je suis un peu réservée, t'as un avis un peu mitigé, mais est-ce que, en tout cas, la notion d'éternel et de pollution, est-ce qu'elle s'applique quand même généralement aux PFAS ? Oui. En fait, c'est le terme polluant éternel. On a l'impression qu'en fait, ce sont des substances qui ne vont pas bouger une fois qu'elles sont dans l'environnement. Et en fait, elles vont se dégrader. Mais elles vont se dégrader tout en gardant, par contre, ce groupement carbone-fluor qui, lui, va rester. Donc, en fait, par exemple, toute la chaîne carbonée va se casser. On va avoir des molécules qui ne seront pas tout à fait la molécule d'origine. Voilà, on peut avoir plusieurs molécules qui vont se former à partir d'un PFAS, mais n'empêche qu'on gardera cette caractéristique PFAS. Et donc, la molécule qui va rester dans l'environnement va bien être un PFAS, mais pas forcément celui qui a été émis à l'origine. C'est surtout ça. D'accord. Ouais. Et où sont-ils alors au départ ces PFAS ? De où partent-ils pour se répandre partout comme ça, puisqu'on les retrouve visiblement un peu partout maintenant ? Tout à fait. Alors en fait, comme je disais, c'est une grande famille, donc il y a beaucoup de sortes de PFAS. On peut en retrouver dans des usages extrêmement différents. Donc on va les retrouver dans des usages industriels. Ce sont des tensioactifs qui vont être utilisés pour différentes applications électroniques, différentes substances également, différentes synthèses en fait. Oui. Mais ça va être aussi utilisé dans des objets de la vie courante.
On peut en avoir dans des cosmétiques, on peut en avoir dans des textiles. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ces molécules ont été mises au point parce qu'elles avaient comme propriété d'être, 1, résistantes à la chaleur et 2, imperméables aussi bien à l'eau qu'au gras. Donc, c'est vraiment des propriétés qui sont extrêmement intéressantes du point de vue industriel, hein. Donc, on comprend tout à fait que les industriels aient envie d'utiliser ces substances et développer ces substances pour leur résistance et voilà, leur stabilité dans le temps. Mais ça en fait aussi toute leur dangerosité. Et donc, quand on regarde dans notre quotidien, on peut avoir des polymères PFAS qui vont être utilisés en revêtement sur les ustensiles de cuisine, par exemple, parce que ça va être anti-adhésif puisque ça renvoie l'eau et le gras. On peut aussi l'avoir dans nos médicaments. Donc, par exemple, le Prozac, le principe actif du Prozac, c'est une molécule PFAS. Et les usages auxquels on pense un peu moins, mais qui sont très importants sur les émissions dans l'environnement, c'est la partie mousse incendie. Donc, en fait, ce sont des molécules qui permettent également d'avoir des mousses incendie très efficaces. Et là, on a un déversement de ces PFAS sur le sol, en fait, sur les endroits où on va traiter un incendie. Donc, ça va avoir un important de pollution et on a donc plusieurs ça, sites. C'est ce qui sort des extincteurs ou des lances ou des pompiers. Tout à fait. D'accord. Ouais. Donc voilà, maintenant ils mettent en place quand même des choses pour retenir un peu la mousse, mais c'est forcément une émission importante de PFAS dans l'environnement. Une autre émission importante, ce sont les fluides réfrigérants. Donc on a en tête les gaz qui avaient un impact sur la couche d'ozone et qui ont été interdits en 1987. Et ils ont été remplacés majoritairement par des gaz fluorés qui, eux, vont entraîner la formation de PFAS. Donc, c'est notamment une origine supposée pour le TF1, un tout petit PFAS qu'on retrouve dans l'eau de pluie. Ah. C'est bien parce que ça fait bien le lien avec le podcast précédent que j'ai fait avec Fabrice Nicolino, où déjà, depuis que tu parles, j'ai repéré plusieurs choses qui reviennent. Oui, effectivement. De toute façon, l'eau, c'est le centre, voilà, le cycle de l'eau, ça fait vraiment partie du centre de notre environnement. Hein. Donc, très clairement, voilà, les PFAS dans l'eau, on les retrouve après dans le reste de notre environnement. Et puis, il y a, nous aussi, un usage sur lequel sur lequel on travaille beaucoup à Génération Future, par l'ADN de notre association, qui est les pesticides PFAS. Donc, il y a toute une famille de pesticides qui sont des PFAS et qui, donc, par définition, sont déversés dans les champs. Oui. Donc, sur nos eaux de surface, nos eaux souterraines, nos sols. Voilà, là, on rentre complètement dans le cycle de l'eau. Oui. Et puis les terres les pauvres en prennent de tous les côtés. Exactement. Et donc, c'est pour ça que ces PFAS sont tellement disponibles pour les animaux et les végétaux et qu'après, on contamine l'ensemble de la chaîne alimentaire. Alors oui, justement, dans l'alimentation, vous nous disiez, l'équipe de Génération Future, là, la semaine dernière, lorsque vous avez présenté ce rapport, que en fait, c'était la première source d'exposition aux PFAS dans la population générale. Donc, nous, en tant que citoyens, en fait, là où on va le plus faire entrer dans notre corps des PFAS, c'est par l'alimentation aujourd'hui ? Oui. Dans ce qu'on a au niveau des études d'aujourd'hui. Alors, dans l'état des connaissances aujourd'hui, et c'est une information qui a surtout été mise en avant par l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a fait plusieurs rapports, dont un rapport très important en 2020, où en effet, il passe à travers toutes les publications, toute la connaissance académique, et ils en déduisent que, en effet, l'alimentation, c'est la première source d'exposition pour la population générale. J'insiste là-dessus parce qu'il y a aussi des personnes qui sont très exposées via leur travail dans des usines qui produisent ou qui utilisent des PFAS, et dans ce cas-là, c'est pas forcément l'alimentation qui est le plus problématique pour eux, mais pour la population générale qui n'est pas exposée autrement, de manière spécifique à travers son travail, c'est vraiment l'alimentation la première voie d'exposition, en effet. Mais là, ce sont des PFAS qui ont été mis en additifs alimentaires ou je ne sais quoi, qui ont été mis directement dans l'alimentation, ou ce sont des choses, justement, les terres, l'air, l'eau, qui ont contaminé notre alimentation ? Comment on retrouve des PFAS dans notre alimentation ?
Alors en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment via notre environnement en fait. Donc les PFAS sont émis soit dans l'air, où ils vont se redéposer sur le sol, D'accord. donc ils vont contaminer le sol, soit ils sont directement émis répandus sur le sol, soit ils sont émis via des rejets aqueux également. Au niveau industrie, on a aussi des PFAS dans les rejets aqueux. Et donc une fois que ces PFAS sont dans l'air, dans l'eau et dans le sol, ils vont être disponibles pour les végétaux, pour les animaux, et ils vont s'accumuler du coup dans notre alimentation. D'accord. Et alors d'ailleurs, quand l'EFSA disait que c'était la première source d'exposition, ils disent en plus que c'est sans prendre en compte les PFAS qui sont dans les contenants alimentaires en contact avec notre alimentation. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Parce que c'est encore une... Voilà, donc c'est vraiment déjà dans l'aliment en tant que tel, on retrouve ces PFAS. Et avant que ça passe dans nos casseroles ou nos poêles qui en contiennent dans leurs revêtements, qui peuvent en éventuellement rajouter également. Aussi, oui. Ouais. Et donc, si on les retrouve dans l'alimentation, donc tu disais les pesticides. Donc, les pesticides, tu as parlé du fait qu'ils allaient contaminer la terre, mais du coup, une fois qu'ils sont épandus, répandus, diffusés sur des champs, ça peut aussi devenir des résidus que l'on retrouve dans l'alimentation. Oui, ça peut. Alors là, le rapport qu'on a fait, c'est vraiment sur des PFAS qui sont plutôt issus de rejets industriels. D'accord. Quand on parle de pesticides, c'est plutôt, le TFA est un tout petit pesticide, un tout petit PFAS, pardon, qui est issu des pesticides PFAS. Et voilà, lui, ça sera plutôt la marque en effet d'une contamination via les pesticides PFAS. Et ça serait plutôt d'autres données. On travaille également dessus et on a déjà fait pas mal de rapports sur le TFA dans l'eau. Mais là, les pesticides, les PFAS, pardon, dont on parle dans ce rapport, c'est vraiment issu de données des autorités. Et là, elles se sont focalisées sur les PFAS historiques, donc ils sont plutôt des PFAS issus de rejets industriels. Moi, j'attends quand même avec impatience. Je sais que pour l'instant, vous n'avez pas les données puisque j'ai posé la question à la conférence de presse, mais j'attends avec impatience qu'on nous sorte des données où on pourra évaluer par rapport à des produits qui viennent de l'agriculture biologique ou non, les différences de quantité de PFAS que l'on pourra trouver, parce que je pense que c'est quand même assez important et urgent, notamment, je vais passer mon petit message, mais enfin l'agriculture bio a quand même besoin de soutien, elle a été pas mal délaissée et il semblerait que on peut imaginer, on n'a pas pour l'instant de moyen de le certifier, mais on peut imaginer que l'agriculture bio va quand même nous donner un peu moins de PFAS. Le fait qu'il y ait moins de substances chimiques qui soient utilisées en agriculture bio, que ce soit en engrais, en pesticides et compagnie, on peut imaginer que ce soit une agriculture qui nous donne une alimentation plus saine à ce niveau-là, non ? Alors, sachant que de toute façon, les PFAS, c'est une des contaminations de l'alimentation, oui. Mais voilà, c'est une parmi beaucoup. Et de base, déjà, la production biologique va nous protéger d'une grande partie de contaminants via des engrais et des traitements qui ne seront pas présents dans les aliments bio. Donc, de toute façon, ça ne peut que aller dans le sens où Oui. ça limite les contaminations. Comme je disais sur la partie TFA, donc ce tout petit PFAS qui est en fait un produit de dégradation des pesticides PFAS qui, par définition, ne sont pas utilisés dans l'agriculture bio, oui, on devrait avoir moins d'exposition, mais en même temps, comme on disait au début de cet échange, les PFAS sont dans l'eau, dans le sol. Donc, malheureusement, on ne peut pas non plus c'est comme, protéger... comme beaucoup d'autres substances, oui, voilà. que l'on n'a pas normalement dans... Les terres bio subissent aussi cette contamination généralisée. Mais en tout cas, moins. Et puis, elle y participe moins aussi. Donc, ça fait partie aussi de la solution. Ben oui, surtout. Quels sont les effets avérés sur la santé de ces PFAS ? Est-ce que j'imagine que si on a mis des limites réglementaires et qu'on a classé certains PFAS, maintenant les 3 ou 4 qui sont un petit peu plus suivis et surveillés, j'imagine que c'est parce qu'on a des preuves d'effets toxiques ou néfastes pour notre santé ? Oui, alors on a plusieurs données sur des effets délétères des PFAS. Alors, la famille étant très très large,
il faudrait avoir une évaluation de chacune des substances, hein. Donc, on essaye aussi de faire un peu des généralités par rapport aux données qui existent déjà, parce qu'on n'a pas encore les données sur l'ensemble des PFAS, Et loin on de a là. des risques d'effets cocktails aussi pour ces Et substances-là? bien entendu, on peut avoir des effets cocktails également qui sont pas pour l'instant pris en compte, On hein, n'est dans pas les prêt d'avoir toutes évaluations. les données, hein. Voilà, donc on fait aussi avec les données qu'on a. Dans les 4 PFAS qui sont réglementés aujourd'hui, sur lesquels il y a une limite réglementaire, il y a notamment le PFOS et le PFOA, qui sont les 2 historiques en fait. Sachant que le PFOA est reconnu cancérigène pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, et le PFOS est peut-être cancérigène, c'est la catégorie 2B. Voilà, donc selon le niveau de preuve disponible, on a une classification qui est réalisée par le CIRC. Et à côté de ça, on a des effets qui sont assez communs à plusieurs PFAS, notamment sur le foie, avec donc des impacts sur le métabolisme des acides gras. On a également des impacts de dysfonctionnement thyroïdien. La limite qui a été établie sur ces 4 PFAS, la limite sanitaire qui a été établie sur les 4 PFAS réglementés, elle a été sur des impacts sur le système immunitaire. Donc on peut avoir des effets sur différents organes en fait. D'accord. Et j'en profite parce que c'est un petit peu ton domaine et je ne sais pas si tu auras la réponse, mais je me demandais en t'écoutant, lorsqu'on dit aujourd'hui cancérogène probable, je me demandais dans le temps ça s'inscrit comment? C'est-à-dire est-ce que quelques années plus tard, finalement on continue de chercher par rapport à ce moment T où on classe, où on a cette étiquette sur un produit, ça veut dire qu'on continue les recherches et quelques années plus tard on va pouvoir dire oui c'est cancérogène ou non en fait ça ne l'était pas puisqu'on était sur ce probable. Et dans ce cas-là, est-ce que ça arrive souvent qu'un produit cancérogène probable, plusieurs années plus tard, en fait on dise ben non, finalement c'est pas cancérogène? Alors j'ai pas d'exemple où on a retiré une classification parce que sauf à prouver que les études qui ont été utilisées pour mettre le probable étaient vraiment inadéquate. En fait, c'est plutôt, on peut avoir un niveau qui va être revu à la hausse s'il y a des données suffisantes pour qu'on demande une reclassification supérieure. D'accord. Plus on a d'infos qui vont dans un sens, plus on peut aller vers un côté catégorique sur le caractère cancérogène. D'accord. Donc ce rapport à Génération Future, vous l'avez réalisé à partir de quelles données? Est-ce qu'il y a beaucoup d'études maintenant, d'analyses sur le sujet des PFAS dans l'alimentation? Alors étonnamment, il n'y a pas tant de données disponibles que ça sur la quantité de PFAS disponible dans notre alimentation. Donc déjà au niveau français, on a la Direction générale de l'alimentation qui fait partie du ministère de l'Agriculture, qui tous les ans fait des contrôles de routine en fait, où ils vont identifier s'il y a tel ou tel contaminant dans des denrées alimentaires qu'ils vont échantillonner de manière répartie sur l'ensemble du territoire. Et en 2022, il y a eu un plan sur lequel ils cherchaient les PFAS d'abord pour les poissons. Donc le plan 2022, c'était uniquement sur les poissons. D'accord. Le plan 2023 a un petit peu élargi le scope en parlant de poissons et de viande, aussi bien muscles que abats. Et c'est à partir de 2024 qu'on a des plans qui sont un peu plus larges, avec des légumes, des fruits, voilà, des aliments pour bébés, enfin, quelque chose qui soit un peu plus représentatif de notre alimentation. Mais donc, autant aujourd'hui, on sait qu'il y a des échantillonnages qui ont été faits en 2024 et en 2025 d'ailleurs, peut-être que c'est déjà en cours, puisque nous sommes déjà. Mais les bilans, donc en fait, les résultats disponibles ne sont disponibles que pour les plans 2022 et 2023. Oui. Pourquoi? Donc, parce que le temps de traiter les échantillons, de réaliser le rapport. D'accord. Donc nous, quand on a commencé à travailler sur ce sujet en mars, d'ailleurs, même les plans 2022 et 2023 n'étaient pas encore publiés, il n'y avait rien publié là-dessus. On a fait une demande et le plan 2022 a été publié quelques semaines après, le plan 2023 quelques mois après. Mmh. Et donc, en parallèle, pour avoir quand même des informations sur une partie plus large de notre alimentation, on a fait une demande auprès de l'autorité de sécurité alimentaire européenne, l'EFSA, qui, elle, récupère en fait de chaque État membre les résultats des analyses qu'ils font annuellement sur les denrées alimentaires dans leur pays.
Et donc, on a pu avoir accès à cette base de données-là, qui met en avant déjà le travail qui est fait par l'Allemagne, sur les PFAS en tout cas, qui contrôle les PFAS de façon significative depuis 2006, avec un nombre d'échantillons conséquents sur un large type de denrées alimentaires. Et il y avait également des données intéressantes au niveau des Pays-Bas et du Danemark. Et donc, pour avoir un nombre d'échantillons qui permettent d'avoir des moyennes qui soient le plus pertinentes possible, hein. Après, voilà, c'est des données qui sont pas exhaustives. Et voilà, pour avoir le plus d'échantillons possible, on a décidé de cumuler les données sur la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. D'accord. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on a du coup pu établir le pourcentage d'aliments qui contient au moins l'un des 4 PFAS réglementés, et quel est ce niveau moyen de PFAS selon chaque type d'aliment. Donc ces chiffres, quels sont-ils ? Alors, déjà, ce qui est important, c'est de voir les pourcentages quand même. Donc là, je vais parler des pourcentages des 4 PFAS réglementés. Hein, donc, c'est encore sous-estimé puisqu'on ne parle pas des milliers d'autres substances PFAS qui sont dans l'alimentation. Mais déjà, sur ces 4-là, on a 69% des poissons qui contiennent au moins l'un des 4 PFAS. Donc, c'est quand même une part très importante des poissons. Sachant que dans les données françaises, on voit que c'est quand même plus les poissons d'eau douce qui sont contaminés que les poissons d'eau de mer. Ce qui irait aussi avec l'exposition aux effluents industriels, qui serait plus important en eau douce qu'en eau de mer. Et on n'a pas de différence entre poissons d'élevage et poissons... Alors en France, on n'avait pas les données sur les poissons d'élevage pour l'instant. Ça sera en 2024. Bon. Donc le prochain rapport nous donnera plus d'informations avec là-dessus. Impatience. Oui. Et par contre, il n'y a quand même pas que les poissons, et c'est ça qui est important. Il y a aussi plus de la moitié des échantillons de mollusques et les échantillons d'abats qui contiennent au moins un des 4 PFAS. Et on a également 39% des œufs, donc c'est quand même aussi un pourcentage qui nous a marqué. Et également 23% des laits, 14% des viandes et 7% des légumes. Donc voilà, donc on voit quand même une différence selon le type d'aliment, mais voilà, c'est quand même une part importante de notre alimentation qui contient au moins un de ces 4 PFAS identifiés par la réglementation. Bon. Et là, c'est pareil, j'imagine, on n'a pas les chiffres entre les œufs qui viennent d'élevage bio ou non. Non, là, il n'y a pas de différenciation qui a été faite pour l'instant. Et on a demandé ça pour les prochains plans. Oui, c'est quand même important. Oui. C'est pas prévu pour tous les types de denrées pour l'instant. Donc, c'est une des demandes qu'on a adressées au ministère, en effet. Enfin, vu les premiers chiffres, ça peut quand même soulever des inquiétudes assez importantes pour qu'on ait le droit de réclamer, en tant que citoyen, des études dignes de ce nom qui soient beaucoup plus complètes, quoi. Oui, mais c'est ce que nous avons fait. Mais les données 2024 et 2025, à mon avis, ne suffiront pas pour les plans qui sont déjà établis. Bon, on va voir Alors, peut-être qu'ils en font plus que ce qu'ils ont planifié. Ces chiffres, donc, ils permettent d'établir des limites réglementaires qui sont établies donc à des niveaux. Tu vas nous expliquer un petit peu comment on fait ces limites réglementaires et puis est-ce que les niveaux sont suffisamment hauts? À partir de quel niveau, en fait, on peut demander à ce qu'un produit soit retiré du marché? Comment ça marche tout ça? En fait, ça se joue où les curseurs pour que nous soyons protégés, soyons rassurés sur le fait que nous sommes protégés, ou pas rassurés d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais te rassurer. Bon. Mais alors là, on a parlé en effet des résultats qu'on trouve dans l'alimentation. Oui. Et c'est tout un autre sujet de quelles sont les limites réglementaires qui sont applicables. Parce que en fait, donc ces limites aujourd'hui n'existent que pour 4 PFAS, comme on disait. Oui. Et elles ont été définies au niveau européen. Mm-hmm. Et au lieu d'être définies par rapport à un niveau sanitaire, donc à un niveau qui entraînerait des effets délétères pour la santé, oui. Elles ont été définies à partir justement des résultats de ce qu'on trouve dans notre alimentation, ce qui est quand même une méthodologie peu protectrice pour les consommatrices et les consommateurs. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on dénonce dans ce rapport-là. Pourtant, dès 2020, l'EFSA a établi une dose hebdomadaire tolérable. Donc c'est vraiment une dose en dessous de laquelle on est censé être protégé, en tout cas à la connaissance actuelle.
on est protégé des effets délétères de ces 4 PFAS. Et pourtant, très clairement, ces limites n'ont pas été établies par rapport à cette dose hebdomadaire, puisque elles ne permettent pas du tout de rester en dessous de cette dose hebdomadaire. Donc, ce qu'on a mis en avant, c'est une comparaison. En fait, on a fait une comparaison qui est uniquement théorique, et qui en plus sous-estime l'exposition. Mais par exemple, si on prend un œuf et qu'on se met à la limite réglementaire de ce qui est autorisé pour un œuf, Oui. eh ben, on va être au-dessus, pour un enfant de 4 ans, de ce qu'il peut prendre dans sa semaine. Donc, on voit bien qu'en plus, bien entendu, cet enfant ne va pas être exposé au PFAS uniquement via un œuf. Il va être exposé par le reste de son alimentation, le lait, les légumes, l'eau potable, bien entendu. Et pourtant, déjà, avec la limite réglementaire de conformité, il dépasse cette dose hebdomadaire. Oui. Et on a fait le même exercice pour montrer des exemples sur un enfant de 35 kilos, donc à peu près 11 ans, ou un adulte de 60 kilos. Voilà, donc on voit bien qu'en fait, les limites qui sont établies, elles ont été mises pour retirer du marché les aliments les plus contaminés sur le marché. Et ce qui est vraiment une logique à l'inverse de ce qu'on attendrait d'une autorité de santé. Oui, c'est ça, on comprend pas bien, enfin moi je comprends pas bien en tout cas, à partir du moment où on a les données et où on sait pourquoi les mesures ne sont pas prises pour protéger, parce qu'en fait c'est trop énorme, l'ampleur des interdictions serait trop énorme et tout le marché serait sans dessus-dessous. Alors, il y aura un impact important sur le marché, notamment sur les poissons. Ça, vu le pourcentage de poissons qui contiennent des PFAS, c'est sûr qu'il y aurait un impact important. Mais on voit quand même qu'il y a des aliments qui sont exempts de tout PFAS. Donc, il faut quand même pas exagérer. On est capable aujourd'hui de commercialiser des produits qui ne contiennent pas ces 4 PFAS. Et on sait pourquoi certains produits n'en contiennent pas du tout, puisque les PFAS sont un peu partout. C'est étonnant du coup. Alors non, c'est pas simple de tracer ça. En plus, les données qu'on a là, c'est des données sur la France, mais on peut pas savoir d'où viennent par exemple les différents poissons. Je peux pas savoir de quelle ville ils viennent, où est-ce qu'ils ont été prélevés. Donc voilà, il y a toute une investigation qu'il faudrait faire également sur l'origine des échantillons analysés pour éventuellement voir s'il y a un endroit qui est plus contaminé au PFAS que d'autres. Oui, il y a du travail là pour les... C'est une première pierre, ce rapport, mais très clairement, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le sujet pour faire toute la lumière sur les PFAS dans l'alimentation. Oui, et donc vous aviez mentionné pour ce rapport qu'il n'y a pas de limite applicable. Donc, pas de limite applicable, donc pas de limite par rapport au PFAS, si je comprends bien, pour le lait, les fruits et légumes, les céréales, les aliments pour bébés, ni pour les autres PFAS susceptibles de contaminer l'alimentation. Tout à fait. Aujourd'hui, la limite qui s'applique ne s'applique pas à tous ces aliments qui pourtant font la majeure part de notre alimentation. Et oui, c'est ça. Et surtout les aliments pour bébés, il y a urgence quand même. Ouais, et encore une fois, la limite en plus sanitaire établie par l'EFSA s'applique aussi bien aux enfants, puisque c'est vraiment comme ça qu'elle a été définie. Donc, on peut très bien partir de celle-là pour établir une limite sur les aliments pour bébés. Et alors donc, vous formulez suite à ce rapport des demandes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et en fait, à qui sont-elles adressées ces demandes et qu'est-ce qu'on peut en attendre comme résultat? Alors déjà, on va adresser nos demandes aux ministères qui sont en charge, de l'alimentation, du suivi de l'alimentation, et de la santé, également du suivi de l'environnement. Donc voilà, on a plusieurs ministères qui sont en responsabilité sur ce sujet. Nous, vraiment, le message qu'on veut passer, c'est que les PFAS, de par leur nature, sont persistants dans l'environnement. Donc, la première chose à faire, c'est d'arrêter de les produire et de les émettre. Et à ce niveau, il y a quand même une restriction universelle sur la fabrication, la mise sur le marché, la commercialisation de l'ensemble des PFAS qui a été fait par 5 pays au niveau européen dans le règlement REACH, qui est donc le règlement qui encadre les produits chimiques. Mmh. Et donc, depuis 2023, cette demande est en évaluation. Et c'est vraiment important que la France soit en appui fort sur cette demande de restriction, parce que c'est vraiment en limitant
notre production de PFAS Oui. qu'on va pouvoir enrayer cette accumulation dans l'environnement. Et en plus, ce règlement permet quand même de faire des exceptions pour les usages qui auraient vraiment un rapport bénéfice-risque qui serait favorable. Et dans ce cas-là, ça serait mettre en place les systèmes pour les rejets, en fait, pour filtrer et traiter les rejets, pour éviter toute émission à l'extérieur dans notre environnement. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se faire au niveau européen aujourd'hui et on veut vraiment que la France appuie cette demande de restriction universelle. Et c'est le cas ? C'est pas assez à notre goût en tout cas. D'accord. Une position forte serait bienvenue. Oui. Tout à fait. Et après, une autre demande qui, là, est également adressée en majorité, principalement au ministère de l'Agriculture qui fait la surveillance alimentaire, c'est d'avoir une meilleure surveillance aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on disait tout à l'heure, avoir l'ensemble des denrées qui soient rentrées dans notre plan de contrôle, avoir un nombre d'échantillons qui soit important, pouvoir avoir assez de précision pour savoir d'où viennent les échantillons, est-ce que c'est du bio, est-ce que c'est pas du bio. Voilà, donc renforcer vraiment la surveillance alimentaire sur le sujet des PFAS. Et après, un autre axe qu'on demande également, c'est d'avoir des limites réglementaires qui sont en lien avec les limites sanitaires. Donc, au niveau européen, ça semble quand même le b.a.-ba, quoi. Voilà, ça semble quand même la base, en effet. Donc voilà, on demande vraiment de réviser les limites réglementaires pour s'aligner sur cette dose hebdomadaire tolérable qui est reconnue au niveau européen et qui permettrait de protéger la population. Donc on demande autant au ministère de se positionner au niveau européen pour réviser ces règlements européens, et puis également au niveau national de mettre en place des actions palliatives le temps que ces limites sortent. Oui. Pour les personnes qui nous écoutent, en tant que citoyens, comment les gens peuvent s'emparer et donner un peu du poids à ces demandes? Et est-ce que, je pense à des actions qui ont été menées par Foodwatch ou Bloom ou pas mal d'associations, et vous aussi, qui parfois faites des appels assez larges pour que les populations soient sous forme de pétition, soit en aidant financièrement les associations. Parce que franchement, on se demande quelquefois si vous n'étiez pas là, vous, c'est les associations, on ne peut pas compter que sur l'État pour nous défendre par rapport à tout ça, parce que toutes les grandes étapes on a l'impression, en tout cas, moi j'ai l'impression en tant que citoyenne, peut-être que je me trompe, mais que ces grandes étapes qui avancent, soit sous forme de scandales qui sortent, comme l'eau récemment, soit des scandales, soit des ONG qui se battent, des associations qui se battent pour faire progresser des lois, et c'est souvent très long. Donc c'est vrai, si vous n'étiez pas là, et ces rapports par exemple que vous publiez, pourquoi personne ne le fait au niveau étatique, quoi? Heureusement que vous êtes là. Donc comment on peut vous aider, vous par exemple, à Génération Future? Est-ce que les gens peuvent soutenir financièrement ou peuvent soutenir sur votre site? Est-ce qu'il y a des pétitions, des mouvements? Alors bien entendu, le soutien citoyen, la mobilisation citoyenne est clé dans l'avancement de ces sujets. Un très bon exemple, c'est la loi PFAS qui est passée en février dernier, qui a permis déjà d'acter le fait d'interdire les PFAS dans certains textiles, dans les cosmétiques, dans les farbes de ski. Et très clairement, cette loi ne serait pas passée s'il n'y avait pas eu une énorme mobilisation citoyenne. Et donc, en effet, comme tu dis, on a mis à disposition Check ton politique qui permet de mobiliser les gens et de montrer à quel point les personnes attendent en fait les politiques sur ces sujets-là. Ça, c'est sur votre site. On en avait parlé avec Pauline Servant dans un précédent podcast. Oui, ça s'appelle Check ton politique. Génération Future, je vais remettre le lien. Et évidemment, les associations peuvent travailler parce qu'elles ont les moyens financiers de travailler. Donc c'est sûr que c'est aussi une manière très efficace de permettre tout le travail en amont et la publication de ces rapports d'alerte. Oui. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, ce qui est important aussi, c'est souvent on demande d'interpeller les politiques, de s'intéresser au sujet, et c'est aussi des podcasts comme le tien qui permettent aux gens
d'être conscient des choses. Et finalement, son député, son maire, enfin voilà, il y a plein de personnes qui sont à notre portée Oui, et avec qui on peut travailler là-dessus. Donc, notre voix compte vraiment. oui, oui, Il faut s'exprimer. oui. Donc, dans les demandes que vous avez formulées, donc réduire les émissions à la source pour agir sur la qualité de l'alimentation, c'est aussi ce que nous disions dans le précédent podcast pour l'eau. Fabrice Nicolino disait il ne faut plus parler de dépolluer, il faut cesser de polluer. Donc, c'est à la source qu'il faut travailler, sur les causes donc, et pas sur les conséquences. Les conséquences, on est obligé d'y travailler parce que les dégâts sont là, mais voilà. Ensuite, il y avait soutenir fermement la proposition, tu en as parlé de ça, de restriction de la fabrication, de la mise sur le marché de l'utilisation des PFAS, appelée restriction universelle. Oui, donc ça c'est la restriction qui a été déposée par 5 pays au niveau du règlement REACH qui encadre les produits chimiques. Et cette restriction doit vraiment permettre d'interdire la production et la mise sur le marché de tous les PFAS en fait. Donc déposé en 2023 par l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède. Tout à fait. Et où est la France ? La France n'a pas fait la demande, mais ça ne l'empêche pas de soutenir cette restriction universelle. Ben oui, où sommes-nous ? Alors ensuite, définir des valeurs d'émission strictes, voire interdire les rejets. Donc là, on parle de la pollution en amont, à la source, c'est ça ? Alors là, c'est les pollutions via les rejets industriels, en effet. Oui. Donc, on a sorti un rapport sur les PFAS dans les rejets industriels. Ça s'appelle les ICPE. Donc, c'est des installations en fait qui ont un impact environnemental et qui donc sont réglementées par rapport à leur rejet dans l'environnement. Et actuellement, il n'y a qu'un seul PFAS qui est réglementé dans ces rejets. Il n'y a que le PFOS. Et encore, on a le droit à 25 microgrammes par litre. Donc voilà, c'est réglementé à un certain niveau. Donc on peut encore en rejeter. Et donc ce qu'on demande, c'est vraiment que déjà, l'ensemble des PFAS qui peuvent se retrouver dans l'alimentation, et puis le plus large possible, ne soient plus émis, en tout cas soient contrôlés avec des limites strictes. Et c'est ce qu'on dit en fait. Soit vraiment on n'est pas capable de les traiter et quand même il faut s'interroger. Comment peut-on émettre des produits que nous ne sommes pas capables de traiter derrière, oui. Ou vraiment les interdire. Oui. Et enfin, surveiller de manière pérenne et régulière les PFAS dans les rejets aqueux et atmosphériques des ICPE ainsi que dans les boues issues des stations d'épuration. Parce que ça, on en a parlé aussi dans le podcast sur l'eau. On a beaucoup parlé des stations d'épuration qui malheureusement ne sont plus en capacité d'épurer grand-chose, si j'ai bien compris. Alors, j'ai pas tout écouté, alors voilà, ton invité en connaît plus que moi sur ça. Mais en tout cas, concernant les PFAS, aujourd'hui, en tout cas, tous les PFAS, en effet, ne peuvent pas être traités par les stations d'épuration. Et ils peuvent finalement, ils peuvent se retrouver soit dans l'eau qu'on va rejeter, soit également dans les boues, qui après vont être utilisées pour fertiliser des champs. Oui, oui. Donc, on a un cycle du PFAS, là. Et aujourd'hui, ces stations d'épuration ne sont pas outillées pour traiter la pollution PFAS, forcément. Oui, donc, c'est vraiment un enjeu très important, en effet, de surveiller et puis de monter en compétence, en fait, sur le traitement de l'eau concernant les PFAS. Donc, la deuxième grande partie dans les demandes. Je te laisse nous parler dans la deuxième partie de vos demandes. Alors, concernant nos demandes, ce qu'on veut aussi, c'est avoir une surveillance des PFAS dans l'alimentation qui soit la plus claire et la plus large possible. Oui. Donc, comme on en a discuté, aujourd'hui, on a souvent les 4 PFAS sur lesquels il y a une limite qui sont vraiment prises en compte. Et d'ailleurs, les bilans de la Direction générale de l'alimentation pour 2022-2023 ne parlent que de ces 4 PFAS. Donc, on passe quand même sous silence tous les autres PFAS qui peuvent se retrouver dans l'alimentation. Des milliers, donc, on le rappelle. Voilà. Alors déjà, on pourrait passer à quelques dizaines qui sont les mieux connus, et puis on essaye d'avoir après une centaine. Voilà, on peut avoir ceux qui sont commercialisés déjà. Et donc voilà, étendre l'ensemble à un ensemble plus large de substances PFAS, étendre aussi à une gamme d'aliments qui soit représentatif de notre alimentation, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Et puis, bien entendu, définir des limites, utiliser des limites qui nous protègent réellement et qui n'ont pas été établies pour protéger la commercialisation des denrées alimentaires, mais bien pour protéger la santé des consommatrices et des consommateurs. Oui.
Donc voilà, ça c'est vraiment le niveau de surveillance qui est requis pour bien connaître la situation. À Génération Future, j'aimerais bien qu'on dise quelques mots maintenant de cette association, parce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce sujet, sur les sujets de substances, et vous avez fait de nombreux rapports, il y a de nombreuses alertes. Quelles sont les actions de Génération Future? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots un petit peu de l'association? C'est né quand et qu'est-ce que vous faites et quels sont vos résultats? Parce qu'il y a des résultats aussi. Moi, j'aime donner la parole aux associations qui travaillent et qui se battent et qui ont des résultats, pour aussi montrer aux gens que c'est important de les soutenir et c'est important de se mobiliser, parce que c'est un moyen, on se sent souvent impuissant et il y a des moyens quand même de faire bouger les choses. Tout à fait. Alors, Génération Future, elle a été fondée en 1996. C'est une association qui est agréée par le ministère de l'écologie. Et le cœur de notre action, c'est de dénoncer les effets néfastes des polluants chimiques, notamment les pesticides. C'est vraiment une grosse partie de notre travail, mais également d'autres polluants, comme là, on parle aujourd'hui des PFAS. Donc vraiment, notre but, c'est d'informer de manière la plus accessible possible aux citoyens, en fait, sur ces enjeux qui sont souvent mal connus parce que pas simple à prendre en main, hein, très clairement. Aller se plonger dans le règlement REACH qui encadre les produits chimiques, Faut être motivé. Faut être motivé, avoir du temps et et beaucoup de motivation. Donc voilà, notre but c'est vraiment ça, c'est d'utiliser les données qui sont à notre disposition pour les rendre les plus accessibles possibles. Également faire des analyses. Donc il y a beaucoup de nos rapports où on s'appuie sur nos propres analyses, nos propres échantillonnages. Oui. On l'a fait dans l'eau, par exemple, pour les PFAS, dans différents types d'eau d'ailleurs. Donc c'est vraiment avoir cette vue de côté, en fait, cette analyse critique de la situation sur des données factuelles. Oui, moi je te rejoins en disant quand on peut agir très clairement. Je prenais l'exemple de la loi PFAS. Le fait de s'être mobilisé, d'avoir mis ensemble des politiques, des associations, des citoyens qui ont fait entendre leur voix, et ben malgré la couleur actuelle de notre assemblée qui n'était pas forcément au début très favorable pour passer ce genre de loi, elle est passée avec beaucoup de consensus. Voilà, il y a eu une large approbation. Donc, comme quoi, vraiment, en fait, on a quand même aussi des politiques qui écoutent leurs concitoyens. Oui. Donc, elle a été portée par qui, cette loi? C'était Nicolas Thierry qui a porté cette loi. Qui est écologiste. Qui est écologiste. Oui. Et très clairement, il n'était pas forcément sûr en partant de réussir à faire passer cette loi. Et voilà, le fait d'avoir eu une information large, d'avoir expliqué les enjeux, parce que voilà, comme on disait au tout début, les PFAS, c'est pas non plus si simple de savoir ce que c'est, où ça se trouve, qu'est-ce que c'est, quels sont les enjeux. Et oui. Et voilà, donc tout ce travail en fait de communication, d'explication a permis aux gens de comprendre le sujet, de pouvoir s'en emparer. Et à partir du moment où les gens s'en emparent, on peut avoir de belles victoires et vraiment avancer vers une réglementation qui nous protège effectivement. Oui. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour à peu près du sujet là? Je ne sais pas si on parle un peu plus de REACH, mais bon, c'est peut-être pas le... Parce qu'il va y avoir aussi toute une révision de REACH. Ah, on peut peut-être en dire quelques mots, si. Alors en fait, sur la réglementation REACH, on voit aussi un décalage d'ailleurs, comme tu disais, entre pourquoi on ne travaille pas en amont en fait, pourquoi on laisse les molécules dans l'environnement avant de se dire en fait elles sont peut-être dangereuses. Oui. Faut déjà comprendre que le règlement REACH sur les substances chimiques au niveau européen, en fait, on va avoir une déclaration des industriels qui vont enregistrer les produits qu'ils fabriquent et qu'ils mettent sur le marché. Et à partir du moment où ils ont déclaré avec tous les documents qu'on leur demande, en tout cas, ils mettent normalement tous les documents qu'on leur demande, ils vont avoir leur autorisation. Et ce n'est qu'après que va venir l'évaluation de ces substances. Donc, de toute façon, déjà, par le système, on a un décalage entre je mets sur le marché quelque chose que j'ai étudié, mais qui n'a pas été évalué par l'autorité avant qu'il soit mis sur le marché. C'est déclaratif. Donc, il y a vraiment toute une structure sur REACH qui doit être améliorée, avoir plus d'évaluation plus rapidement, être sûr que les dossiers qu'on dépose sont complets et qu'il y a bien toutes les données de toxicologie dont on a besoin pour évaluer la toxicologie des substances.
Et donc là, il y a tout un sujet au niveau de cette révision qui est censé être une simplification. Donc voilà, ce mot simplification peut être pris de différentes manières, hein, quand même. On peut simplifier pour rendre plus efficace ou simplifier pour rendre plus facile aussi. Donc bon, c'est parfois à double tranchant. Et donc, on a beaucoup d'enjeux en ce moment. C'est une réforme qui aurait dû être faite déjà en 2023, qui a été à nouveau repoussée. Là, elle devrait arriver pour la fin de l'année. Et donc, c'est également un sujet sur lequel on va communiquer bientôt sur Génération Future. Et on voudrait pouvoir expliquer ce sujet également au grand public pour bien voir les enjeux de cette réglementation qui finalement a un impact direct sur notre vie de tous les jours. Oui. Malgré le fait qu'elle soit très aride à prendre en main. Oui, bon, ça peut être l'occasion d'un prochain podcast ensemble. Exactement. Pour en discuter. Et puis, en attendant, je vais mettre... alors déjà, je vais inviter nos auditrices et auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, vous mettez de l'information régulièrement, justement d'une façon très accessible, avec des posts destinés aux réseaux sociaux, donc qui sont courts, mais qui invitent quand même à se pencher sur le problème, et puis quelquefois avec des liens où on peut lire des dossiers plus complets sur votre site. Donc je vais mettre les liens aussi de votre site internet. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je vais mettre le lien on en a parlé tout à l'heure, c'est Check ton politique, c'est ça ? Check ton politique, oui. Oui, voilà, pour que dans le descriptif du podcast, donc sur le site SoSuite Planète, vous avez le texte et les visuels qui accompagnent le podcast. Si vous nous écoutez sur une application de podcast, vous pouvez cliquer pour voir plus et dérouler le descriptif du podcast dans lequel vous trouverez les liens vers le site de Génération Future, si vous voulez que ce soit soutenir lors d'appels, de check ton politique, il y a plusieurs mobilisations possibles et financières aussi. Il y a toujours besoin d'aider nos associations qui se battent bien pour aider aussi financièrement, puisqu'on sait qu'en face, on n'en a pas parlé, hein, mais bon, on sait qu'on a des lobbies aussi qui ont quelquefois d'autres intérêts que nos intérêts en tant que citoyens dont on a parlé aujourd'hui. Donc il y a aussi des rapports financiers qui se jouent dans ces combats pour réussir à faire passer une protection ou faire interdire des substances toxiques. On peut soutenir comme ça de différentes façons. Donc c'est important de soutenir à tous les niveaux et de faire connaître aussi, donc de partager les informations. Quand on voit les informations d'une association comme la vôtre, de partager pour faire connaître plus largement et que de plus en plus de gens soient au courant un petit peu aussi de ce qui se passe, de comment ça se passe. Et ce sont, je pense, des choses importantes pour qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir défendre nos intérêts, notre santé et celle de celles et ceux qui vont nous suivre, les générations qui arrivent. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne, pour tout ton travail là-dessus. Merci beaucoup. Merci à Génération Future. Merci à toi, Kildine, pour cet entretien qui nous permet de mieux comprendre ce sujet des PFAS. Là, et là, c'est dans l'alimentation, mais le sujet est large, hein. Je pense que dans les mois et les années qui viennent, on va s'en rendre compte. Donc, merci à toute l'équipe aussi qui travaille avec toi. Et puis, bonne continuation. Quand je dis bonne continuation à des associations qui se battent sur ce type de sujet, je me dis que j'aimerais ne pas avoir à dire ça, mais bon, pour l'instant, bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. SoSuite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.